Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où l'on va encore parler de CRFPA. Aujourd'hui, on va parler du grand oral et je ne suis pas seul pour faire cette vidéo. Je suis accompagné du professeur Xavier Bioy, professeur agrégé en droit public qui enseigne à l'Université Toulouse 1 Capitole. Il est aujourd'hui directeur de deux masters. Tout d'abord le master éthique et le master droit européen et droit international, parcours droit des libertés publiques. Professeur, bonjour. Bonjour. Je n'ai rien raté dans votre présentation. Non, pour l'essentiel, c'est parfait. C'est un master éthique du soin et de la recherche qui amène à travailler les questions notamment de bioéthique. D'accord. Et le master liberté, c'est droit des libertés fondamentales, notamment des libertés publiques. C'est ça, c'est le master que j'ai fait. Donc j'ai fait le master 2 du professeur Xavier Bioy, que pour ma part, ce master m'a beaucoup apporté dans la préparation du CRFPA évidemment, mais également dans ma vie de tous les jours et dans ma carrière, j'en suis certain. Et d'ailleurs, je vous recommande de vous intéresser à ce master, notamment si vous avez l'occasion d'entrer à l'école des avocats. Je vous invite à envisager l'hypothèse de faire ce master dans le cadre de votre projet pédagogique individuel. Est-ce que d'ailleurs vous pourriez peut-être préciser le contenu de ce master et pourquoi il serait utile aux futurs avocats? Tout à fait, il faut savoir que dans le cadre donc, de la formation des avocats à l'école, il est possible de remplacer le projet pédagogique individuel par un master dans lequel on peut avoir une voie de stage et donc effectuer tout de même un stage, mais également développer une recherche. Une recherche qui peut être le début d'une spécialisation, de la maîtrise d'une compétence, d'un créneau particulier qui nécessite encore de la recherche. Nous avons eu cette année une étudiante de l'école qui travaillait sur l'électrosensibilité et l'accès des patients donc à une protection face à ce phénomène à la fois environnemental et humain qui amène de graves problèmes de santé et qui n'est pas actuellement pris en compte réellement par notre système juridique. Et elle envisage plus tard de développer une clientèle dans le cadre du développement de la 5G par exemple, ou du Wi-Fi dans les maisons, dans les habitations, en domotique. Donc il peut y avoir des projets de recherche qui sont porteurs professionnellement d'une future spécialisation. D'accord. Et si on peut le citer peut-être à titre anecdotique, mais aujourd'hui, dans certains magazines, il y a donc un top des avocats les plus puissants de France. Ici, cet argument peut vous motiver. L'avocat aujourd'hui le plus puissant de France, selon ce magazine, c'est François Sureau, qui est un avocat qui se définit comme étant un avocat du droit des libertés. Donc, intéressez-vous à cette matière et à ces masters. Et qui va cette année parrainer la nouvelle promotion du master droit des libertés. Donc ça va. Une raison de plus de... Voilà. Je tiens à préciser simplement que ce master est co-dirigé avec le professeur Joël Andrian de Sibazovina, oui, spécialiste en particulier de droit européen, des droits de l'homme. Et donc ça permet d'avoir une approche à la fois interniste et européaniste. Et d'ailleurs, vu que vous parlez du professeur Andrian de Sibazovina, il faut préciser que le professeur Bioy et le professeur Andrian de Sibazovina sont tous les deux auteurs d'ouvrages de référence pour les révisions du grand oral du CRFPA, puisque d'une part, le professeur Xavier Bioy est auteur de cet ouvrage, Droits fondamentaux et libertés publiques, qui paraît chaque année chez LGDJ. D'ailleurs, pour l'ouvrage qui va sortir en 2020, il faut noter qu'il contiendra un index de jurisprudence pour que vous puissiez justement lire les jurisprudences dans chaque domaine du droit des libertés publiques. Et concernant le professeur Andrian de Sibazovina, il est l'auteur d'un recueil de textes très utile pour les révisions du CRFPA, autorisé le jour de l'examen et publié chez LexisNexis puisque c'est le Code des droits de l'homme et des libertés publiques. Est-ce que vous voulez peut-être nous apporter quelques précisions sur le contenu de votre ouvrage ? Oui, très rapidement, il couvre tout le programme attendu en droit des libertés fondamentales et offre effectivement cet index qui me paraît aujourd'hui important. Et il permet d'approfondir ce qui est attendu au grand oral, c'est-à-dire à la fois la culture des droits de l'homme, avec toute l'introduction concernant les notions, les approches historiques et surtout l'évolution globale de la protection des droits de l'homme, avec ensuite une partie davantage tournée vers ce qu'on appelle le catalogue en règle générale, c'est-à-dire une description de l'ensemble des droits et libertés. Et là, toute discipline confondue, parce qu'il faut savoir à la fois manier les concepts fondamentaux du droit civil, du droit pénal, du droit administratif, avoir la logique du droit constitutionnel ou du droit européen des libertés, des deux Europes, l'Union européenne comme la Convention européenne des droits de l'homme, et bien sûr avoir aussi quelques notions de droit international. Le petit quart d'heure qui est consacré à la présentation au niveau du grand oral est largement rempli déjà si on a une bonne connaissance des sources et si l'on peut naviguer
entre ces différentes sources, quel que soit le sujet que l'on vous tend, que l'on vous donne. C'est une assurance réussite que de savoir déjà se situer dans les sources de la question qui est posée. Oui. Et d'ailleurs, puisque vous parliez justement du contenu du programme de droits et libertés publiques, parmi les difficultés que les étudiants confient, parmi leurs craintes, on note la difficulté à réviser cette matière puisqu'ils ne comprennent pas finalement si le droit des libertés publiques, c'est un peu de droit pénal, un peu de droit administratif, un petit peu de chaque matière du droit, ou est-ce que le droit des libertés publiques représente véritablement une matière que l'on peut réviser? Alors, c'est pas à proprement parler une discipline dans la mesure où il n'y a pas un seul corpus. Comme le droit civil a son code, comme le code de droit pénal a ses codes. On est réellement ici sur une approche interdisciplinaire, transversale, mais qui nécessite quand même une gymnastique et une habitude pour que chaque question, chaque sujet soit resitué dans l'ensemble de ses sources et dans l'ensemble de ses jurisprudences. Sur le même sujet, je ne pense pas au droit à l'avortement ou à la liberté d'expression, il y a des références du droit de l'Union, du droit de la Convention, du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit civil, du droit pénal. J'en oubliais des meilleurs, et vous pouvez avoir des sujets de droit fiscal, sur les droits des contribuables ou sur la procédure fiscale dans un cabinet d'avocats qui feront appel à d'autres matières encore que strictement le droit fiscal et qui implique d'avoir une bonne connaissance de toutes les sources. Donc c'est pour ça qu'il est utile d'avoir une approche ou par une entrée unique qui synthétise d'ores et déjà tous ces soubassements à travers le regard de l'individu, les droits fondamentaux de l'individu ou de la personne morale. Mais en tout cas, on renverse le prisme de chaque matière qui n'est pas la logique globale, mais celle de l'individu, le point de vue du justiciable. Et c'est pour ça que le grand oral a été fait pour le CRFPA, a été l'épreuve phare et l'épreuve qui permet vraiment de distinguer ceux qui pourront exercer dans cette optique-là. C'est vraiment la défense de l'individu. Et alors justement, puisqu'on commence un petit peu à aborder la question des attentes le jour de l'oral, quels sont selon vous les sujets pressentis pour cette année, peut-être même les années à venir en fonction des enjeux en droit des libertés publiques, et quels sont selon vous les conseils à donner aux étudiants concernant leur posture lors de l'examen? Voilà, la question est très vaste. Je crois, pour avoir participé à plusieurs entraînements à ces oraux, que l'on attend d'un candidat qu'il pense être en posture professionnelle. C'est-à-dire qu'on évalue autant une personnalité et une capacité d'adaptation que réellement une connaissance livresque. Mais on ne peut vraiment faire état de cette personnalité que quand on a des connaissances, malgré tout. Bien sûr. Donc il faut savoir s'approprier la matière, et donc il faut y passer du temps. Ce n'est pas seulement quelque chose que l'on peut bachoter ou réviser en dernière minute parce que le programme est énorme, mais pas seulement. Il faut vraiment rentrer dans la logique de la matière, savoir se situer dans les rapports de système, comment la QPC se situe par rapport à une question préjudicielle, comment saisir la Cour européenne des droits de l'homme, quelle peut être l'influence d'une jurisprudence de la Cour européenne sur le droit interne. Donc cette posture-là, elle va impliquer vraiment de se concentrer sur les révisions dans cette optique-là, d'avoir une vision globale de la matière et en faire ressortir ensuite une posture individuelle qui est de l'ordre de la défense de ses droits et libertés. Évidemment, il faudra toujours apporter des nuances, mais l'avocat reste quand même la conscience du droit, une forme de militantisme des droits de l'homme, et donc il ne faut pas décevoir le jury sur ces attentes-là, et ne pas avoir une approche de lecture de ces notes, mais une approche de conviction sur ces sujets-là, tout en restant technicien du droit, tout en ne disant pas des choses qui sont hors de ce qui peut être entendu, mais savoir toujours apporter aussi un regard critique. D'accord, donc un regard critique, affirmer des convictions, tout en respectant finalement le caractère objectif du droit et sans rentrer finalement dans l'opinion personnelle. On peut avoir une opinion personnelle sur ce qu'il aurait été possible de faire. D'accord, en droit. Mais ne pas nécessairement déconstruire le droit, le découdre pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Bien sûr. Et parfois, voulant bien faire, certains étudiants vont trop loin dans cette appréciation, estimant par exemple que tout est discriminatoire, qu'à partir du moment où une institution crée des distinctions et donc crée forcément des inégalités dans l'accès à un droit ou un privilège, c'est discriminatoire. Immédiatement, on a ce réflexe de l'inégalité toujours discriminatoire. Non, il y a dans le droit des facteurs discriminants qui sont voulus par les institutions, qui ont été choisis par le législateur. Il faut savoir en rendre compte, dire éventuellement que par conviction personnelle ou que dans d'autres pays, ces discriminations sont placées plus loin, autrement, et que c'est une affaire aussi du choix politique. Mais savoir bien distinguer ce qui est de l'état du droit de ce qui est des possibles évolutions. D'accord, très bien. Donc on vient de traiter de la posture du candidat au moment du grand oral, et que pourriez-vous me dire
quant au sujet pressenti cette année? Alors, il faut qu'ils soient effectivement très nombreux, mais je vois mal les jurys échapper aux circonstances de l'état d'urgence sanitaire. Et même si cet état d'urgence sanitaire a été officiellement levé, ce qui reste des pouvoirs de police en matière sanitaire, parce que là, les impacts, évidemment, sont très très nombreux dans toutes les branches du droit. Et portent atteinte donc pas seulement à la liberté d'aller et de venir ou à l'accès aux soins qui sont centraux, mais également à la liberté d'entreprendre, également à la liberté du commerce et de l'industrie, même au procès pénal et au droit de la défense. Ouais. Toutes les organisations humaines ont été impactées et continuent de l'être. Et puis de grands débats fondamentaux donc sont reposés à nouveaux frais. Je pense par exemple à la question du pouvoir réglementaire et dans son rapport à la loi dans ce cadre-là, et notamment la possibilité du confinement et des libertés qui ont été atteintes pendant le confinement. Il y a un débat assez central dans les années 90-2000 qui était la distinction entre la liberté individuelle et la liberté d'aller et de venir, qui régit aussi la compétence du juge. Liberté individuelle, forcément, protection par le judiciaire. Et donc, si certains pensent que le confinement a porté atteinte à la liberté individuelle, le Conseil d'État a estimé que seule la liberté d'aller et de venir était concernée par un argumentaire qui n'était pas nécessairement toujours convaincant. Donc là, il y a vraiment des sujets qui permettent d'exposer l'état du droit et aussi d'en avoir une critique vraiment fondée et vraiment construite pour savoir si aussi suffisamment de QPC ont été posés, les délais de procédure qui ont été allongés. Là, on a vraiment tout un champ de sujets qui me paraît incontournable. Ensuite, on a toujours une actualité sur le plan migratoire qui est très forte. On a l'actualité de la réécriture du règlement Dublin sur le droit d'asile, et puis la jurisprudence de la Cour européenne qui se fait de plus en plus pressante sur les conditions d'accueil des migrants, sur des conditions minimum d'existence. Il y a aussi bien sûr toujours la question des prisons, et de la surpopulation, de la dignité des conditions de détention. Ça, ce sont des sujets éternels mais qui rebondissent systématiquement dans l'actualité de 2020. Et puis si on prend un peu de recul, il y a d'autres enjeux peut-être tout aussi fondamentaux et qui sont toujours permanents. C'est notamment le retour d'une sorte de climat hostile aux droits de l'homme. À la fois dans la pensée politique, dans de nombreux écrits, dans des sondages qui sont relatifs à la peine de mort. On voit que tout est à reconstruire, et donc la place de l'avocat dans le discours porté sur les droits de l'homme me paraît très très important. On a en doctrine aussi en droit des débats très forts sur le subjectivisme et l'objectivisme, c'est-à-dire est-ce que les droits fondamentaux peuvent être pensés sans un cadre objectif institutionnel qui fixe un minimum de valeurs communes. Et puis il y a bien sûr tout ce qui touche à la Cour européenne des droits de l'homme et à son rôle qui est aujourd'hui contesté en demi-teinte, parfois même un peu poussif. On a connu une Cour très, très, très active qui aujourd'hui est un peu en retrait, et elle fait face à des montées des populismes et des souverainismes, pas seulement dans les pays de l'Est, mais principalement, qui sont aussi des sujets préoccupants et qui ont un impact sur le droit français. Il ne faut pas croire que les choses ne soient pas interdépendantes. Les tolérances que les juges peuvent avoir pour les positions des pays comme la Pologne ou la Hongrie peuvent avoir une influence sur les positions que l'on prend pour la France, par ailleurs. Voilà, et puis peut-être les derniers sujets qui me tiennent un peu plus à cœur, ce sont tous les sujets qui touchent au corps humain. Nous allons avoir une nouvelle loi de bioéthique dont le contenu est aujourd'hui à 90% connu, et qui peut faire l'objet de très nombreuses questions tenant à l'accès aux soins, tenant à la gestation pour autrui, à l'assistance médicale à la procréation, mais aussi aux neurosciences, à la génétique et aux questions de discrimination qui peuvent être liées à la connaissance du génome. Nous avons aussi une loi de nouveau qui revient sur les délais relatifs à l'avortement. Donc il y a sans doute autour de tout ce qui est corps, santé, une montée en puissance des questions qui nécessitent d'être bien informées. Bien sûr. Et je profite, vous venez justement de parler du discours de l'avocat et justement de l'actualité liée à un sondage concernant la peine de mort. En fait, on fait là référence à un sondage qui est commandé chaque année par le journal Le Monde à l'Institut Ipsos Soprasteria et qui a révélé qu'aujourd'hui, plus d'un Français sur deux était favorable au rétablissement de la peine de mort. Alors, l'abolition de la peine de mort est liée, en tout cas en termes d'éloquence justement, au discours de Robert Badinter, donc à ce discours d'un ancien avocat. Comment interprétez-vous cette opinion aujourd'hui de plus d'un Français sur deux, et en droit, comment est-ce que, d'une part, vous l'expliqueriez et comment est-ce que vous l'interprétez?
Je pense que le droit est très clair puisqu'aujourd'hui, sur l'ensemble de la surface du Conseil de l'Europe, le protocole numéro 13 à la Convention a aboli la peine de mort en toutes circonstances, qu'elle est considérée, même pour ceux qui n'ont pas ratifié ces protocoles, comme un traitement inhumain et dégradant intolérable. Donc je veux dire, la Cour européenne nous a donné le cap Oui. et espère avoir mis dans le marbre, inscrit dans le marbre cette abolition. Mais on voit qu'au niveau de la culture, de l'éducation et de la compréhension de ce qu'est la peine et du sens Oui. de la peine, il y a toute une culture à refaire, toute une éducation à reconstruire, tout un ensemble de preuves à redonner. Et puis alors peut-être si je peux accompagner toujours de conseils bibliographiques Oui. pour préparer le grand oral, vous pouvez aussi vous reporter non seulement aux grands arrêts de la jurisprudence en matière de droits et libertés chez Dalloz, mais également chez Dalloz dans la même collection Les grands discours du droit, Oui, bien sûr. dirigés par Vanda Mastor, Pierre Egea, Xavier Magnon, qui vous donneront accès au discours de Robert Badinter notamment, et à bien d'autres discours avec quasiment la moitié de l'ouvrage est consacré aux libertés fondamentales et aux grands discours relatifs aux libertés. Vous pouvez puiser là, non seulement pour les jurys des idées de sujet, mais pour les candidats des citations, des références qui enrichiront beaucoup votre prestation et montreront au jury que vous avez, au-delà de la technique, une grande culture de l'idéologie, de la philosophie et de la pratique des droits de l'homme. D'accord. Alors peut-être qu'on va essayer de terminer sur une question presque piège, puisque justement, est-ce on parle de droits fondamentaux et de libertés fondamentales. Est-ce qu'on ne peut pas avoir peur, alors que justement plus d'un Français sur deux se montre favorable au rétablissement de la peine de mort? Est-ce qu'on ne peut pas craindre que ce qui est aujourd'hui fondamental ne le soit plus demain, justement parce qu'on serait passé par le biais d'un référendum ou d'un autre procédé qui nous permettrait en fait de remettre en cause ce qui est le plus fondamental aujourd'hui? Alors là, vous touchez un des sujets qui m'est le plus à cœur et sur lequel je me discute souvent avec mes collègues. C'est qu'effectivement, en France, nous avons une culture de la démocratie qui est très forte, et c'est tant mieux, c'est très très bien. Mais il faut bien se rendre compte que la démocratie, c'est aussi le règne du plus fort. C'est aussi le règne de la majorité qui peut oppresser la minorité. Donc la démocratie ne se pense pas sans complexité, c'est-à-dire sans aussi l'état de droit. Et donc placer les droits de l'homme dans la Constitution pour les mettre à l'abri du législateur, c'est une bonne chose. Mais les révisions constitutionnelles ne sont pas à l'abri d'un référendum constituant, d'une impulsion du peuple face à un événement qui nous aurait indignés, qui provoquerait une émotion populaire. Donc il y a de grands débats. Je sais que d'autres auteurs, comme Bertrand Mathieu, estiment qu'on ne peut pas enfermer le peuple dans une quelconque règle, mais les Allemands, qui ont une autre expérience que la nôtre, ont enfermé les droits de l'homme dans une supra-constitutionnalité, avec un garde-fou juridictionnel, et je trouve que la France devrait quand même s'inspirer un petit peu de ces modèles-là, parce qu'aujourd'hui, le référendum ne serait pas contrôlé par le juge constitutionnel, qui de toute manière ne serait pas un bien grand garde-fou si le peuple décidait de choisir une dictature. Mais au moins on serait le gardien, un peu comme les oies du Capitole, appellerait peut-être aux consciences populaires. Donc notre état de droit est à parfaire. Et ça aussi, c'est quelque chose que les avocats devraient davantage porter concernant la QPC, concernant la protection constitutionnelle et la protection conventionnelle. Ils ne sont pas toujours, même s'ils le sont de plus en plus, conscients de cette hiérarchie des normes et de cette protection importante qu'on doit accorder aux droits fondamentaux. Donc la réponse, c'est formation, pédagogie et état de droit. D'où l'importance aussi, si on est élève avocat, d'intégrer le master droit européen international et parcours droit des libertés publiques dans notre formation, puisque en tant que futur avocat, on a une responsabilité dans justement l'évolution des droits et libertés publiques et une plus grande consécration encore. Professeur, merci beaucoup. Cet entretien a été très enrichissant pour moi et je suis sûr qu'il le sera aussi pour les étudiants qui nous regardent. Si vous avez un dernier mot peut-être pour conclure. C'était un très grand plaisir de pouvoir échanger avec vous après ces années de compagnonnage. Et puis, je souhaite beaucoup de travail et beaucoup d'appétence, surtout beaucoup d'envie pour les étudiants qui subissent parfois un peu cette épreuve, qui la regardent avec une certaine crainte. Il faut y aller en confiance et il faut y aller la fleur au fusil. C'est ça. Mais soyez confiants, il n'y a pas de raison, vous méritez de réussir le grand oral du CRFPA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.